Voilà, comme promis, il est 11h35, je propose qu'on commence tout de suite pour ne pas perdre de temps pour ce premier webinaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques présentations par rapport à l'outil Lifetime pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez un onglet questions et un onglet chat. On vous demande de bien respecter, il y en a deux, c'est fait pour ça. Laissez bien vos questions dans l'onglet questions. On a prévu un temps à la fin pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Peut-être que au fil de la présentation, on va y répondre directement, mais on prendra le temps, bien entendu, de les reprendre à la fin. Vous pouvez les poser au fur et à mesure. Vous aurez à la fin un mail qui va récapituler avec un accès au replay, un accès aux slides, où tout sera partagé, et un lien vers le site internet. Et on mettra ensuite, dans la semaine, une FAQ au fur et à mesure, avec toutes les questions qui ont été posées pendant le webinaire, mais également toutes les questions qu'on va pouvoir avoir en direct avec chacun des personnes qui sont intéressées par ce challenge. Et donc, le site internet Response, vous aurez également le lien dans le mail récapitulatif. Je vous propose qu'on commence tout simplement par un tour de table. On est quelques-uns ici pour que vous puissiez savoir quel est le rôle de chacun. Et je laisse donc la parole à Adrien. Bonjour à toutes et tous, je suis Adrien Hochel, je suis chef de projet européen à Dijon Métropole depuis 2020 et en particulier chef de projet sur le projet Response. Marilyn et Agnès. Bonjour à tous. Marilyn Barré, directrice adjointe de la direction de biodiversité et jardin de l'Arquebuse. Et bonjour à tous, Agnès Soujon, la directrice. Bonjour. Et donc, je reprends la parole, Stanislas. Donc, je m'occupe du développement de Cap Digital ainsi que des programmes d'Open Innovation. On va vous présenter ça juste après. Shainez, Claire. Oui, bonjour à tous. Donc, Shainez Lamsouni, donc je travaille pour Cap Digital et je suis chef de projet Open Innovation et transformation numérique. Donc, Claire, tu peux te présenter. Bonjour à tous également. Donc, je travaille aussi pour Cap Digital en tant qu'alternante et donc je suis chargée de mission sur les projets d'Open Inno. Donc, vous serez en relation directe avec Shainez et Claire tout au long du programme si vous décidez de candidater ou même si vous avez des questions. Enfin, avant de passer la parole à Adrien, vous expliquer que rapidement, là, on va vous présenter le sponsor Dijon Métropole, le contexte et les enjeux qui sont liés à ce challenge. Vous dire un petit mot sur Cap Digital pour ceux qui ne nous connaissent pas, et puis rapidement rentrer dans le vif du sujet sur ce challenge sur la biodiversité avec Agnès et Marilyn, avant de vous donner quelques éléments quand même pour participer pour ceux qui le souhaitent, et de répondre à vos questions. Voilà. Donc sans plus attendre, Adrien, je te laisse la main pour présenter le contexte et les origines du challenge. Merci Stanislas. Le challenge dont on parle aujourd'hui, il s'inscrit dans un enjeu plus général qui est celui du projet Response, qui a débuté en 2020, qui doit se terminer en 2025 et qui a pour objectif la construction du démonstrateur de la ville durable, c'est-à-dire le laboratoire de la transition énergétique de la ville, la transition énergétique et climatique de la ville en Europe. C'est un projet Horizon H2020, donc c'est ce qui s'appelle aujourd'hui Horizon Europe, qui a donc pour objectif qui a pour sous-objectif de créer des îlots à énergie positive, qui donc sont localisés à Fontaine-Douche, qui était un quartier politique de la ville, qui va concerner en gros 1/10 des habitants du quartier. Et le but, c'est que ce quartier produise plus d'énergie renouvelable qu'il n'en consomme, afin de baisser les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la consommation d'énergie et de réduire l'exposition aux hausses des prix de l'énergie des habitants, mais aussi de la collectivité, puisque on a 5 bâtiments résidentiels, mais aussi 5 bâtiments propriété de la ville qui sont inclus dans le périmètre du projet Response. À côté de ça, le projet Response travaille aussi sur la lisibilité du métabolisme énergétique de la ville, c'est-à-dire qu'on se dote d'outils qui nous permettent de mieux comprendre les consommations et les productions. Et donc ça, c'est l'une des dimensions innovantes du projet Response, c'est d'améliorer la visibilité de ces sujets dans les villes où la plupart des collectivités sont généralement peu outillées. Donc le but, c'est de produire des outils qui après pourront être diffusés en France vers d'autres collectivités. En parallèle, on travaille, nous, avec 53 autres partenaires à l'échelle européenne. Donc, à l'échelle locale, on a plutôt une vingtaine de partenaires, 53
enfin 54 partenaires dont Dijon Métropole en tout. Il se trouve que l'expérience se poursuit en parallèle dans la ville de Turku en Finlande, qui est donc une ville sur la côte ouest de la Finlande, qui fait face à la Suède en quelque sorte, et qui construit un quartier analogue, enfin qui transforme un quartier analogue à celui que l'on a à Dijon, à Fontaine-Douche, si ce n'est que c'est un quartier étudiant, alors que le quartier de la Fontaine-Douche, c'est un quartier de logements, notamment de logements sociaux. Et dans le cadre de ce programme-là, on en est actuellement à l'étape de l'implémentation des solutions. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous visitez le quartier de la Fontaine-Douche, vous allez voir de nombreuses transformations qui ont déjà eu lieu. Et on a déjà inauguré la plateforme énergie-climat, qui est donc l'un des outils numériques de suivi des indicateurs énergie-climat du territoire. Et on est en train de construire un autre outil qui s'appelle Datanumia, qui est fourni par EDF, qui a pour objectif de faire le suivi fin des consommations et productions d'énergie à l'échelle du quartier de la Fontaine-Douche. Donc là, qui est une dimension innovante, puisque ça permet d'avoir un outil de suivi de l'énergie à l'échelle d'un quartier, et non pas d'un bâtiment, ni de la collectivité. C'est le cran entre les deux, à l'échelle fine, heure par heure, à l'échelle du quartier. Et donc, il se trouve qu'à Dijon Métropole, au-delà du projet Response, on est aussi dans la mise à jour du plan climat. Et ce plan climat, il est maintenant nommé le plan climat biodiversité, qui devrait être signé ce mois-ci, et qui inclut donc une dimension importante de biodiversité, en plus des objectifs climatiques de Dijon Métropole. Il se trouve que Agnès Fougeon et Marine Barré sont spécialistes du sujet. Et c'est elles qui portent le sujet de la biodiversité pour s'équiper d'outils puissants qui vont permettre de suivre les indicateurs de la biodiversité à Dijon Métropole. Je te rends la parole, Stanislas. Oh, pardon, du coup, j'ai oublié de passer la slide, autant pour moi. Et donc, le sujet principal, donc c'est vraiment ce que je disais, c'est l'objectif de suivre la biodiversité à l'échelle du territoire pour répondre à nos objectifs stratégiques qui sont plus généraux que celui de spécifiquement l'énergie et le climat, mais aussi la biodiversité, et sur lequel on a des études fines qui sont accomplies et où ces études fines, on veut les convertir en quelque chose de plus lisible et qui permet de raconter l'histoire de la biodiversité du territoire de Dijon Métropole. Ça sera présenté plus en détail par Agnès et Marilyn dans quelques minutes. Merci Adrien. Oui, je reprends la main du coup pour vous présenter très rapidement Cap Digital. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est donc un pôle de compétitivité sous une forme associative, loi 1901, créée en 2006. On fédère, comme vous le voyez, plus de 800 structures, majoritairement des startups et des PME, à l'origine en Ile-de-France. Aujourd'hui, on s'est développé, déployé, puisqu'on a également intégré un autre pôle dans la région des Hauts-de-France, à Lille. Donc, on fédère surtout 700 startups PME, des grands comptes, grandes entreprises, ETI, des écoles, des grands labos de recherche comme le CEA, l'INRIA, le CNRS, mais également de plus en plus de territoires comme Dijon Métropole et des fonds d'investissement. Donc, vous l'aurez compris, l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Notre objectif, c'est de pouvoir les aider, les accompagner à se développer, à innover grâce à des programmes d'open innovation, un accès sur des projets de R&D, sur les guichets France 2030, et puis également des projets européens, comme c'est le cas sur Response, avec du financement de la Commission européenne. Rapidement, pour faire un focus sur les programmes d'open innovation qu'on opère comme celui-ci, ça se fait en 3 temps. Il y a eu la phase du cadrage pour bien comprendre le besoin, le cas d'usage de Dijon Métropole. Donc aujourd'hui, comme je mettais dans les chats, on parle de la biodiversité, mais demain, on parlera de la mobilité et jeudi, on parlera de l'empreinte carbone. Donc, vous avez toute l'information sur le site internet. Vous avez le droit de participer à différents webinaires si les sujets vous intéressent. Une fois qu'on a fait le cadrage et qu'on est au clair sur le type de solution qu'on recherche et le besoin auquel on veut répondre, on est dans la phase 2. Donc, aujourd'hui, on la lance avec ce webinaire de présentation pour faire connaître le webinaire, le challenge, répondre à vos questions et vous accompagner dans la préparation de la réponse jusqu'à la sélection des lauréats pour entrer dans la phase 3 de prototypage. Et dans ce cadre-là, on en reviendra juste après, mais on a du financement grâce à la Commission européenne où chaque challenge est doté de 25 000 €. Donc, maintenant qu'on vous a présenté le contexte, Cap Digital qui accompagne la démarche, je vais donner je vais laisser la main à Agnès et à Marilyn pour nous en dire un peu plus sur le cœur du sujet.
Donc, bonjour à tous. Peut-être qu'on peut passer à la diapositive suivante, effectivement. Donc, du coup, voilà, comme présenté rapidement en intro, donc avec Marine, nous sommes en charge de la direction biodiversité de la collectivité, une direction qui est jeune, hein, on est vraiment sur la mise en place d'une politique publique qui est assez récente. La mission de la direction, c'est bien de développer la connaissance de la biodiversité dans les écosystèmes urbains. Toutes les données ne sont pas encore disponibles. La fonction, la fonctionnalité, comment fonctionne un écosystème urbain, ce sont des champs qui sont encore du domaine de la recherche-action, beaucoup, mais vraiment cet axe de développement de la connaissance, il est vraiment prégnant et important pour nous. Notre deuxième grand axe, c'est bien sûr d'animer finalement en transversalité avec l'ensemble des directions de la collectivité, mais aussi des partenaires scientifiques, techniques, les acteurs privés du territoire, des actions en faveur de notre biodiversité du territoire. Donc essentiellement au niveau des écosystèmes urbains, mais la réalité, on va dire, géographique de ce territoire nous amène aussi à travailler sur les zones naturelles et sur les zones agricoles. Et puis bien évidemment, dans une ville, enfin une métropole avec plus de 150-200 000 habitants, il est fondamental de mobiliser l'ensemble des habitants, l'ensemble des acteurs. On est forcément dans un contexte où les usages du territoire sont nombreux, les pressions sur la biodiversité liées aux activités humaines sont multiples, et donc vraiment cette phase de mobilisation est vraiment importante. Donc tout ça prend des formes très variées sur l'ensemble du territoire, mais avec, on va dire, un petit peu un moteur important, et c'est ce qui fait la spécificité de Dijon. Cette direction biodiversité, elle s'appuie sur un site bien connu des Dijonnais, qui est le jardin de l'Arquebuse. Nous avons la chance en fait d'être implantés au cœur de 5 hectares en immédiate proximité du centre-ville, entre la gare et la cité internationale de la gastronomie. Donc ce sont 5 hectares de jardin qui sont occupés ou qui sont finalement le cœur de ce jardin de l'Arquebuse, qui regroupe finalement un muséum d'histoire naturelle, le jardin botanique et le planétarium. C'est un espace d'interaction, de partage et d'échange sur la biodiversité avec l'ensemble des habitants. On y fait des expositions, on y accueille 166 000 habitants et visiteurs, une quarantaine, à peu près 40 000 enfants par an dans le cadre d'activités pédagogiques. C'est le lieu où on va rencontrer les chercheurs, où on va partager à la fois des connaissances et des actions sur la biodiversité. Et comme l'a dit Adrien en introduction, l'actualité pour Dijon, c'est bien effectivement ce plan climat et biodiversité, donc forte actualité pour nous et vraiment une nouveauté, hein, je disais, en termes de politique publique, où au-delà du PCAET et ses contraintes réglementaires, la collectivité a fait le choix. Voilà, c'est en ce moment et ça sera délibéré dans le courant du mois de mettre en place un plan climat et biodiversité 2024-2030. Avec vraiment le fondement, c'est bien, il y a bien 2 crises environnementales, le changement climatique, mais également aussi l'effondrement de la biodiversité qui est aujourd'hui connu, avéré. Et donc, l'ambition est bien d'avoir sur un ensemble, une temporalité 2024-2030, un ensemble d'actions qui, à la fois, vont traiter des causes et conséquences de ces 2 crises environnementales, avec l'ambition en les mettant en même temps. En fait, c'est vraiment de s'attaquer aussi aux éléments communs que sont les modes de vie, les choix de production et de consommation. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le challenge vous est proposé, où ce plan climat et biodiversité, donc juste pour parler de la partie biodiversité, il vise à atténuer les impacts des activités humaines en tant que pression sur la biodiversité. Derrière, s'adapter, c'est vraiment comment on cherche une fonctionnalité des écosystèmes urbains plus importante, on recherche la résilience des écosystèmes. Et le troisième grand axe, c'est vraiment de coopérer. Et pour notre partie biodiversité, c'est bien l'ensemble des acteurs publics et privés, le monde de la recherche, des naturalistes, le grand public, pour développer un ensemble d'actions. Et donc voilà, c'est dans ce contexte-là que se développe ce challenge. Alors peut-être, puisque finalement on va parler beaucoup de données biodiversité, sur la diapo d'après, on a une petite présentation, rapide, pour vous donner juste une petite idée de quoi on parle, puisqu'il va s'agir de à la fois développer des indicateurs, données à voir, ces données de biodiversité du territoire, dans un contexte où pour la biodiversité, on n'est pas sur de la donnée physique telle que des paramètres de taux d'émission de gaz à effet de serre ou des changements de température, mais on est avec des données qui sont biologiques. Donc Marine va vous présenter 2 petits jeux de données, il y en a d'autres. Ouais.
Oui, effectivement, on n'est pas à la recherche de l'exhaustivité aussi, hein, de l'ensemble des données biodiversité qu'il peut y avoir sur le territoire. Là, on vous présente 2 grands jeux de données dont on dispose sur les données d'abeilles sauvages. Donc là, c'est vraiment des observations actives, on peut dire. C'est vraiment des naturalistes qui sont allés sur le terrain pour aller faire de l'observation d'espèces avec du coup de l'identification. Donc, on est vraiment sur des jeux de données la donnée de base, hein, enfin de la donnée brute sur un lieu, une date, un observateur et une espèce. Donc là, on a un peu plus de 5000 données sur ce jeu d'abeilles sauvages. On a aussi d'autres données d'insectes au global où on arrive à peu près à plus de 10 000 données. Donc là, c'est des données qui sont déjà mises à jour depuis janvier 2024. Donc c'est vraiment un jeu de données qui est stabilisé, qui est propre. Voilà, qui est sur l'ensemble de la métropole. Et on vous a mis aussi un jeu de données sur les chauves-souris. Donc là, c'est vraiment des données d'observation passive, parce que ce sont du coup des capteurs qui sont installés à différents endroits sur la métropole. Et donc, c'est vraiment des flux de données, de sons qui arrivent sur ces capteurs-là et qui permettent d'avoir une grande exhaustivité en fait des espèces présentes. Donc là, les jeux de données sont bien plus importants. On est vraiment sur des dizaines de milliers de données, voilà, de présence. Et après, on a effectivement le nombre d'espèces. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut en tirer. Mais effectivement, c'est question de comment on visualise en fait toutes ces données et comment on les donne à voir. Et effectivement, alors on les a pas choisis au hasard, hein, ces 2 jeux de données. En fait, derrière les abeilles sauvages, on va questionner la fonction de pollinisation sur le territoire, hein, qui nous permet de nous nourrir, puisque une très grande partie de notre alimentation est liée à la reproduction des plantes à fleurs et qui sont pollinisées, enfin qui se reproduisent grâce aux pollinisateurs. Et donc derrière, voilà, c'est vraiment comment finalement nous on recherche des indicateurs, comme le disait Marilyn, l'exhaustivité sur le territoire de la métropole de 240 km². On sait que ce n'est pas le sujet. Enfin, on n'a pas le temps, ni les moyens, ni enfin voilà, de se dire on fait une photo avec l'ensemble de l'exhaustivité et on verra après. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'action tout en continuant à acquérir des données et de rechercher voilà plutôt des sujets d'indicateurs. Donc, s'intéresser aux abeilles sauvages, c'est s'intéresser à la pollinisation sur le territoire. Et derrière la pollinisation, c'est bien la naturalité de nos écosystèmes, avec les services, bien évidemment, qu'ils vont nous rendre via la pollinisation. Et pour les chauves-souris, là, effectivement, on a avec des jeux de données via des flux et des capteurs de la donnée passive, effectivement, comme tu disais, mais au-delà de la technique, les chauves-souris, ce sont des bons indicateurs de naturalité aussi des territoires. Ce sont des espèces qui sont assez mobiles, qui, sont très sensibles aux perturbations de l'environnement, que ce soit les pollutions, qui vont amener moins d'insectes, donc elles se nourriront moins, donc elles seront moins présentes. Également, enfin voilà, les pollutions, la pollution lumineuse et autres, etc. Et donc, on a maillé voilà le territoire, on a une bonne connaissance et c'est une façon, voilà, à la fois sur que ce soit pour les abeilles ou pour les chauves-souris, à la fois sur la diversité des espèces présentes, puisque chacune a ses niches écologiques, donc ça va nous donner une bonne vision, effectivement, à la fois de la biodiversité et surtout des actions que l'on fera après, et également aussi de questionner l'abondance, c'est-à-dire au sein d'une même espèce, combien d'individus il y a, etc. Donc voilà, c'est vraiment d'essayer de raisonner en indicateur, de donner à voir l'instant T et également aussi en fonction d'actions qui seront mises en place dans le cadre du plan climat-biodiversité 2024-2030, de se dire voilà comment est-ce qu'on peut donner à voir finalement des changements en lien avec des actions qui seront menées. Alors du coup, on enchaîne. Donc derrière, voilà cette petite présentation, voilà du contexte, ce plan climat et biodiversité, nous qui nous sommes, quels sont nos axes de travail aujourd'hui, vers quoi on va. Et du coup, ce challenge, il a vraiment vocation à nous dire on a besoin aujourd'hui d'un outil en fait à la fois pour montrer les données déjà disponibles. Très souvent pour la biodiversité, à la différence des données physiques liées dès lors qu'on s'intéresse au changement climatique, à l'atténuation, l'adaptation, il est primordial pour que la biodiversité, soit rendue sensible et visible au niveau de ces politiques publiques, voilà, d'avoir un outil. On le sait, nos données ne sont pas parfaites, elles ne reflètent pas directement un indicateur totalement stabilisé, mais la recherche est en train de se faire aujourd'hui. L'idée c'est d'être vraiment souple un petit peu sur la fiabilité des indicateurs, mais déjà de montrer à voir,
de données à voir, on va dire. Donc, par exemple, avec les 2 exemples présentés par Marilyn, abeille d'un côté, chauve-souris de l'autre, c'est se dire, bon, ben voilà, en quoi ça peut être des indicateurs pertinents qui nous permettent de montrer les actions déjà accomplies, des effets, les actions de terrain menées sur un territoire pour la biodiversité. Le retour, on va dire, il est local, donc donnons-le à voir. Donc, on a cette question d'indicateurs, bien sûr, ils doivent être consolidés. Et ce qu'on souhaite surtout, c'est vraiment d'arriver à visualiser en fait également à la fois ces données. On est aujourd'hui à un stade où on a voilà des lignes de données. Il est important aussi pour mobiliser les acteurs sur un territoire de donner à voir. Voilà, c'est à la fois les contraintes, les avancées en termes de diversité, de choses comme ça. Donc c'est ce qui nous paraît important aujourd'hui. Voilà, et donc ces questions de méthodologie, comme indiqué, en termes de biodiversité, on est sur des choses moins cadrées que pour le climat. Donc voilà, c'est bien l'idée aussi de travailler dans le cadre de ce challenge à affiner. Nous, on commence à percevoir les besoins aujourd'hui, voilà, de travailler sur des indicateurs, d'avoir des éléments de données chiffrés, visualisés, qui vont parler à l'ensemble des acteurs, montrer ce qui se fait, et voilà, de valoriser, en fait, c'est à la fois pour expliquer l'importance du passage à l'action, mais également montrer que petit à petit, voilà, on est sur un pas de temps 2024-2030, que les actions menées portent leurs fruits. Ça reprend ce que vous venez de présenter. D'accord. Oui, voilà, donc du coup, oui, voilà, c'est ce qu'on a dit, développer des indicateurs qui résument voilà, les données brutes, les indicateurs d'impact, et voilà, le côté méthodologie, voilà, effectivement, c'est ce que j'ai dit précédemment. Peut-être sur cette slide-là, Adrien, si tu peux réexpliquer un peu les 3 étapes par rapport au versement de la subvention de 25 000 € et les attendus. Alors, dans les attendus, on aura donc les candidats, les organisations qui veulent être participantes au challenge vont pouvoir envoyer leur dossier par mail sur l'adresse qui sera signalée plus tard, d'ici le 25 octobre. Donc, ça laisse un peu de temps pour préparer le dossier. Ces dossiers seront étudiés en milieu de mois de novembre, et il y aura une shortlist de 3 organisations qui seront sélectionnées pour participer à un jury en début décembre, je crois, Oui, non, je crois. Oui, Adrien, sur la partie, une fois qu'ils sont sélectionnés pour débloquer les différentes tranches de 25 000 €. C'est ça. Et à ce moment-là, à partir de janvier, on a un premier versement. Alors, en gros, les 25 000 arrivent avec un versement de 10 000 en janvier pour l'entreprise qui est sélectionnée, pour la salle qui est choisie. Un autre en mars, après la fourniture d'un premier livrable, d'un premier prototype en fin mars. Et le dernier versement de 5 000 en juin ou juillet, lors de la livraison du produit final. Voilà, donc par rapport à ce qu'on recherche comme solution pour le POC. Sur les conditions de participation, du coup, je vais laisser Shainez en dire un peu plus et reprendre certains éléments qui ont déjà été présentés par Adrien. Oui, merci beaucoup. Alors, concernant les modalités de participation, donc l'appel à candidature est ouvert à toute entreprise européenne qui souhaite proposer une solution innovante sur la transition énergétique, climatique des villes européennes. Pour candidater, vous avez sur les slides à l'écran le formulaire de candidature. Donc, je ne sais pas si ça a été précisé, mais je ne crois pas. Les slides qu'on vous présente aujourd'hui vous seront partagés à l'issue du webinaire. Donc, vous aurez le lien cliquable pour accéder directement au formulaire de candidature. Et sinon, vous avez plus d'informations sur les sites Response qui a une page dédiée à chaque thématique, parce que comme on vous l'a indiqué, il y a plusieurs thématiques pour ce programme d'Open Innovation. Donc une fois le formulaire de candidature renseigné, on va vous demander de nous transmettre le dossier de candidature à l'adresse suivante, donc openinnovation@capdigital.com. Vous aurez également un accusé de réception de votre formulaire de candidature qui vous redemandera les mêmes informations. Et vous avez du coup jusqu'au 25 octobre pour nous faire parvenir ce document. Au niveau des attendus
ce dossier de candidature, vous avez beaucoup plus d'informations sur le guide for applicants qui est disponible sur le site Response. Donc toujours pareil, vous avez le lien qui sera cliquable et vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le détail de la candidature. Sur ce qui est attendu. Pourquoi participer à ce challenge? Donc on l'a rapidement évoqué, donc il y a une subvention de 25 000 euros au total qui sera versée en 3 fois, comme l'a indiqué Adrien. Donc ça peut être un projet qui peut être déposé par un seul candidat ou un consortium de candidats, c'est également possible. Il y a un terrain d'expérimentation à la clé, donc qui a été présenté juste avant par Dijon Métropole, et vous aurez accès également à un jeu de données exclusif, et ça vous permettra également de bénéficier d'une certaine visibilité et notoriété vis-à-vis du programme Response, donc sur toutes les communications qui seront faites sur les réseaux sociaux, le site web qui est quand même un KPI assez important en termes pour à valoriser comme expérience. Concernant les critères de sélection, elle repose sur 3 grandes catégories de critères. Vous avez également le détail de ces critères de sélection dans le Guide for Applicants avec les critères qui sont bien détaillés. Donc ça peut effectivement vous aider à constituer votre dossier de candidature et l'adapter pour faire en sorte de ne pas oublier les éléments essentiels qui seront attendus dans le dossier. Donc la pertinence du projet proposé, donc avec la pertinence du dossier de candidature et par rapport aux besoins exprimés par Dijon Métropole. Vous serez également évalué sur la capacité à conduire l'expérimentation. Donc il y a un certain nombre de critères qui rentrent en jeu. Donc effectivement la maturité de la technologie suffisante. On n'attend pas, je tiens à nuancer ce petit critère, on n'attend pas de solution sur étagère, mais il faut effectivement qu'il y ait une certaine maturité au niveau de la technologie qui est proposée. Effectivement, également une solidité de votre entreprise, qu'on puisse également se projeter sur l'équipe mobilisable pour le développement de l'expérimentation, et donc forcément sa qualité et la stratégie qui sera adoptée pour l'expérimentation. Donc ça peut reposer également sur des roadmaps, etc. N'hésitez pas à rentrer dans le détail pour ce genre de critères de sélection. Ça peut être, c'est toujours valorisé d'avoir plus de détails. Et la dernière partie, c'est plus sur les perspectives de collaboration. Donc effectivement, un réalisme budgétaire. Là, on est sur du 25 000 euros de subvention. Donc il nous faut quand même un budget assez précis. La partie réalisme du plan opérationnel, donc qui peut se traduire par une roadmap, et également vous pouvez valoriser les expériences que vous avez déjà eues en termes de collaboration. Donc, que ce soit avec d'autres acteurs, c'est toujours intéressant et bon à prendre comme élément dans votre candidature. Concernant la propriété intellectuelle, donc vous restez bien évidemment propriétaire de votre solution qui est développée et des informations que vous auriez transmises dans le cadre de cet appel à projet. La seule précision, c'est que la collectivité devra recevoir à l'issue de l'expérimentation une licence gratuite d'utilisation d'1 an. Donc ça, c'est une petite spécificité sur laquelle on préfère être totalement transparent. Et bien évidemment, il y a une certaine confidentialité des données que vous aurez transmises dans le cadre de votre candidature, bien évidemment. Concernant les prochaines étapes du challenge, donc l'appel a déjà été lancé lundi dernier. On clôture les candidatures le 25 octobre, donc vous avez jusqu'au 25 octobre pour compléter le formulaire de candidature sur le site Response et également nous faire parvenir les éléments de candidature à l'adresse mail indiquée. Courant novembre, on organisera également un comité de présélection à l'issue duquel on vous tiendra au courant de l'issue de ce comité de présélection, donc savoir quelles sont les entreprises qui ont été retenues. Si vous êtes retenu, du coup, vous aurez l'occasion de pitcher. Donc, il y aura 3 boîtes qui seront sélectionnées par thématique à peu près, qui auront l'occasion de pitcher devant un jury et on annoncera les lauréats en suivant pour idéalement débuter une expérimentation janvier 2025. Voilà. Et plus d'informations bien évidemment sur le site Response. Donc vous avez le règlement du challenge, le guide for applicants qui vous détaille vraiment
tous les éléments, enfin tous les livrables attendus et les informations attendues pour votre dossier de candidature et le process de ce programme d'Open Innovation. Et donc Claire qui est également présente aujourd'hui. On est vos points de contact si vous avez des interrogations sur les modalités ou sur toute question sur le challenge. N'hésitez surtout pas à nous contacter à l'adresse openinnovation@capdigital.com. Voilà.